Alors après, c'est à la Turquie de voir comment elle fait. Est-ce qu'elle les déporte ou est-ce qu'elle les élimine carrément, quoi? Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Pendant ce temps, dans le reste du monde, c'est la thématique de notre 28e fournée d'Only Hebdo. Et oui, chers auditeurs, figurez-vous que le monde de la géopolitique ne s'arrête pas de tourner et pendant que l'Union européenne est occupée à mettre en scène son propre meurtre, il se passe beaucoup de choses, notamment au Proche-Orient. On en parle aujourd'hui avec Monsieur Corias qui résiste, comme son nom l'indique, à la pandémie et à la psychose. C'est parti. Que vont bien pouvoir se dire aujourd'hui les deux dirigeants qui se sont déjà vus il n'y a pas si longtemps que cela? Oui, qui se sont entendus, qui ont signé des accords sur, par exemple, du transport de pétrole ensemble, et puis ensuite qui se désentendent. Ça fait partie de ce qu'on appelle les alliances, hein, qui viennent selon les intérêts vitaux. Alors, c'est vrai que sur un point, Vladimir Poutine n'a aucune intention de discuter, c'est le fait qu'il considère que la Syrie doit être remise en l'état à Bachar el-Assad. C'est vrai que Recep Erdogan essaie d'avoir une zone d'influence là-haut dans le nord. C'est pour ça qu'il y a toute cette concentration autour d'Idlib. Une zone qui lui permettrait aussi de mettre une partie des réfugiés, qui lui permettrait de garder effectivement un œil sur le Kurdistan, le pays des Kurdes, puisque le Kurdistan soit n'existe pas. Mais il faut aussi aujourd'hui aller en dehors de l'escalade militaire qui s'est produite. Recep Erdogan est allé envoyer des troupes et des soldats. Il y a eu un tir qui en a tué 33. On sait qu'il est d'origine russe forcément. Et donc dans ces conditions, c'est vrai qu'il y a une inquiétude maintenant qui est montée dans l'endroit. On va essayer de parler de cessez-le-feu, mais vraisemblablement pas d'une non-gouvernance syrienne dans la région. Qui a cru que les intérêts des grands réseaux de pouvoir n'allaient pas s'exprimer et opérer en temps de crise? Au contraire, même pendant que le vieux monde compte ses morts, ou les fait compter par Big Pharma et les grands médias, les grandes puissances jouent leur partition et la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Yémen pourraient bien en faire les frais. Alors on fait le point sur ce qui se joue actuellement principalement au Proche-Orient, et plutôt au Proche-Orient élargi. D'abord, peut-être revenir sur la situation en Syrie qui, semble-t-il, semble se stabiliser. Le dernier foyer de tension et d'affrontement se situait à Idlib, avant la crise du coronavirus. Et on y voyait s'affronter dans un beau bordel les troupes turques, russes, syriennes et les djihadistes. Donc on va parler des manœuvres turques et de la Turquie en général, mais le premier constat majeur, Monsieur Corias, c'est le suivant. Depuis l'intervention russe, il semblerait que la Syrie soit territorialement sanctuarisée et que le projet impérial de déstabilisation ou même de destruction de cet État soit désormais hors de propos. De toute façon, les faucons américains qui avaient tablé sur un effondrement de la Syrie jusqu'à 2014, sous la pression des mercenaires djihadistes étrangers, sont revenus sur leurs grands espoirs de remodélisation du Moyen-Orient, ou en tout cas ils l'ont déplacé ailleurs, puisque l'intervention russe de 2015 a mis tout le monde d'accord. Les Russes ont sauvé, on le sait, avec l'aide des Iraniens et du Hezbollah, j'allais dire le régime, mauvais terme, tout simplement Damas, Bachar al-Assad et son armée régulière. Les bombardements russes ont eu raison de l'avancée des djihadistes, ça a fait des colonnes de feu partout où progressaient les 100 à 120 000 djihadistes, soutenus par les anglo-américains et les saoudiens. Aujourd'hui, après 9 ans de guerre, comme vous l'avez dit, la Syrie a recouvré ou recouvert plus de 90% de son territoire. Il reste une poche qui est celle d'Idlib ou d'Idleb, ça dépend comment on le prononce, au nord-ouest du pays, une poche occupée par des djihadistes qui a été l'objet de négociations à Astana, mais aussi entre les grandes parties, dans ce qu'on appelle le grand jeu, pour tout simplement laisser ou vider le reste de la Syrie de ces djihadistes pour qu'ils se retrouvent là-bas et qu'ensuite ils soient plus ou moins protégés par la Turquie. La Turquie, on le sait, qui depuis quelques mois est rentrée en force au nord de la Syrie, soi-disant pour poursuivre les Kurdes. On n'entend plus parler des Kurdes, ni du Kurdistan d'ailleurs. Il semble que ça a disparu des radars, mais aujourd'hui, les Turcs sont installés, on sait qu'ils fournissent des armes et de l'argent aux combattants djihadistes, dont les organisations, dont le nom d'organisation change un peu tout le temps.
Toujours est-il qu'il y aurait environ 30 000 combattants anti-Assad ou anti-armée syrienne régulière sur place. D'autres parlent même de 90 000 combattants, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 millions de civils dans cette province, qu'il y a effectivement des problèmes humanitaires, mais que la coalition anglo-américano-saoudienne en profite pour dire que les Russes et l'armée régulière syrienne s'en prennent à des civils pour y déloger leurs ennemis. Donc on a une stabilisation effectivement du front, un peu comme en 14, où il y a des partis qui se font face. On connaît le contentieux russo-turc qui a été plus ou moins résolu par Poutine, qui a reçu il y a peu Erdogan, qui l'a d'ailleurs, selon certains observateurs, humilié. Du coup, je dirais les négociations sont en cours pour que les Turcs éventuellement arrêtent de soutenir les djihadistes, mais eux, ou Erdogan, jouent justement là-dessus pour faire pression sur la Russie, et en même temps, aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, les Américains, on le sait, ou les Anglais sont en train de fournir de l'aide soi-disant alimentaire, mais on pense plutôt à des armes, à cette dernière poche de résistance anti-Assad, qui est pour eux, je dirais, le dernier pied qu'ils ont en Syrie. Mais l'état-major américain considère que de toute façon la Syrie est perdue pour eux et ils ont projeté leur remodélisation du Moyen-Orient ailleurs. Et ça se passe aujourd'hui au Yémen et en Arabie Saoudite. Oui, parce qu'on a souvent dit dans cette émission qu'il y avait une opposition entre deux visions stratégiques aux États-Unis. D'un côté, la vision du président Donald Trump, qui est plutôt ce qu'on va appeler la Pax Americana, c'est-à-dire recherche de stabilité et d'équilibre au Proche-Orient pour le business, quoi, tout simplement. Et la vision du Pentagone et de l'OTAN, ou de ce qu'on va appeler l'État profond, qui est plutôt une stratégie de guerre infinie et de remodelage du Proche-Orient, de la carte du Proche-Orient, qui passe donc par un démembrement de la plupart des États, la création de nouveaux États. Donc on a souvent parlé du Sunnistan, du Kurdistan, du Rojava, de l'État islamique, de différents califats, du Wahhabistan. Enfin bon bref, donc cette destruction des structures étatiques, au profit, quand on va au bout de l'analyse, certainement du Grand Israël et des multinationales. Et il semblerait que l'échec de cette stratégie concernant la Syrie puisse créer maintenant de nouvelles ambitions, comme vous dites, peut-être par report. On a l'impression que le Pentagone se rabat, après avoir échoué en Syrie, se rabat contre la Turquie, contre l'Arabie Saoudite, peut-être contre le Yémen. On va en parler. Et d'ailleurs, ça explique peut-être le comportement tout azimut d'Erdogan en ce moment, puisqu'il semble affolé, il semble penser que le Pentagone veut partitionner la Turquie. Et certains analystes pensent que c'est pour ça qu'il s'est jeté dans la bataille contre la Russie, parce qu'il a assassiné, les troupes d'Erdogan ont, semble-t-il, assassiné des militaires russes en Syrie, ce qui a déclenché cette fameuse crise russo-turque. Et vous avez parlé de la rencontre Erdogan-Poutine, sur laquelle a débouché un protocole additionnel, dont on a pas mal parlé dans les médias. Le protocole additionnel où, semble-t-il, la Turquie a négocié sa survie avec la Russie par rapport à ce projet de partition, en échange de quoi la Turquie s'engageait à aider justement à la stabilisation de la situation dans la zone d'Idlib. Donc si on le dit sans pincettes, c'est ce que vous faisiez remarquer avant, c'est-à-dire débarrasser la région des terroristes djihadistes. Alors après, c'est à la Turquie de voir comment elle fait. Est-ce qu'elle les déporte ou est-ce qu'elle les élimine carrément, quoi ? Elle peut, parce qu'elle l'a déjà fait, les déplacer en Libye, où s'ouvre un autre front de ce grand jeu du Proche-Orient, même si la Libye n'est pas le Proche-Orient, on le sait, sauf que ce sont les mêmes acteurs qui sont en jeu, avec en plus la France, avec l'Égypte. Mais la Turquie a des ambitions en Libye, on le sait. Elle a commencé à fournir des armes à celui qui représente pour l'instant l'État, mais contre le général Haftar, qui lui est soutenu par les Russes. Eh bien là aussi, il y a un autre front qui s'ouvre et on a l'impression que, à terme, Erdogan ou les Turcs vont devoir abandonner cette bande d'une 40aine de kilomètres en Syrie, au nord, sur laquelle ils lorgnaient. Et on n'oublie pas non plus qu'à un moment donné, il était question de démembrer la Syrie et que la Turquie est son morceau. Erdogan, on le rappelle, là encore,
rêvant de reconstituer, c'est un peu ce qu'il a promis à ses ultranationalistes, l'Empire ottoman, ou tout au moins une partie de l'Empire ottoman, qui s'étalait sur tout le pourtour méditerranéen il y a encore une centaine d'années. Aujourd'hui, il va revoir ses rêves à la baisse, et puis surtout, il se heurte à l'influence grandissante de la Russie, qui est revenue dans le grand jeu et qui aujourd'hui est considéré presque comme un égal militaire par les Américains, qui n'osent pas évidemment s'y attaquer directement. Ils passent par des proxys pour ça. Je rappelle encore une chose, c'est que la Turquie et Erdogan sont déchirés géostratégiquement entre deux forces, c'est-à-dire l'OTAN, qui est dirigée évidemment en sous-main par les Américains, ou à peine en sous-main, depuis la Virginie, et tout simplement sa proximité avec la Russie. Et du coup, le rapprochement d'Erdogan avec la Russie qui a eu lieu parce qu'on sait que les Turcs ont acheté des armes défensives, les S-400 je crois, à des Russes, déclenchant la colère américaine, et en même temps s'opposant à des Russes et ayant tué effectivement une trentaine, je crois, de soldats russes en Syrie, même si Poutine et le général, je crois, Tchoïkov ont répondu par des bombardements de blindés turcs. Tout ça fait que le jeu turc n'est pas clair et qu'on n'est jamais aussi désagréablement installé que lorsqu'on a le cul entre deux chaises. Et aujourd'hui, la politique d'Erdogan, elle est assez illisible et on a l'impression qu'il a perdu la main en Syrie quand Poutine a tapé du poing sur la table et qu'il va, un peu comme les Américains, de toute façon, reporter ses rêves de conquête ailleurs, c'est-à-dire en Libye. Oui, on a l'impression, pour ceux qui ont du mal à lire et à comprendre la politique turque, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambiguïté ou ce paradoxe entre cette volonté de créer un grand empire ottoman, de recréer un grand empire ottoman, la volonté du Pentagone, semble-t-il, de partitionner la Turquie, et la réalité du terrain géostratégique, comme vous venez de le dire, avec les grandes puissances installées au Proche-Orient. En tout cas, il semblerait que la Syrie soit protégée par la Russie de ce grand plan de remodelage du Proche-Orient du Pentagone. Il semblerait que la Turquie puisse, grâce à cette nouvelle négociation, échapper et survivre territorialement, mais les appétits et les plans du Pentagone pourraient donc se reporter sur d'autres nations, ou crypto-nations, on va en parler, comme l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et là, il y a une grosse crise en ce moment en Arabie Saoudite, puisqu'on assiste apparemment à un conflit majeur au niveau du pétrole entre les États-Unis, les grandes compagnies pétrolières russes et le pouvoir saoudien qui, semble-t-il, se réduit maintenant à la simple personne de Mohammed Ben Salman. Il est de plus en plus fragilisé. On ne va pas faire la liste de toutes les conneries ou erreurs stratégiques qu'il a faites depuis plus d'un an, depuis qu'il est en place, et même largement, puisqu'il a été ministre de la Défense, et c'est lui qui a lancé la guerre contre le Yémen après 2015 en pensant dorer, et même pas redorer, parce qu'il n'en avait pas de blason, dorer son blason avec une victoire militaire facile. Sauf que l'armée saoudienne, suréquipée par les Américains, mais sous-entraînée, n'a pas réussi à tout simplement, même si elle a protégé le gouvernement qui était en place à Sana'a, elle n'a pas réussi à mettre un pied véritablement au Yémen, où les rebelles Houthis et d'autres rebelles dans le sud du pays, se sont opposés tout simplement à cette invasion ou ingérence extérieure. Du coup, le grand rêve de victoire militaire prestigieuse de Ben Salman, il l'a remisé dans sa poche, et aujourd'hui, ça se retourne contre lui, puisque les victoires militaires Houthis s'accumulent, les prisonniers saoudiens se comptent par centaines, voire par milliers, et ils n'ont pas la force et les moyens de résister à éventuellement une invasion de l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, les Américains, on le sait, vont sanctuariser l'Arabie Saoudite, mais le pays ne tient plus que par le feu américain et la fameuse 5e flotte dans le Golfe. Alors aujourd'hui, Ben Salman, qui a accumulé les conneries, on sait le meurtre de Khashoggi, la décapitation d'un leader chiite, etc. Et surtout, il s'est mis beaucoup de princes à dos lorsqu'il leur a extorqué, je crois, presque 800 milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, il se retrouve dans une position très difficile. Alors, je ne sais pas si le Pentagone pense, comme le dit Thierry Messant, comme il l'écrit, à partitionner un jour l'Arabie Saoudite, mais il est clair que ce pays
n'a plus sa destinée en main. La grande Arabie Saoudite, qui dans les années 90 était devenue un acteur important dans le grand jeu international, avec ses mosquées qu'il finançait un peu partout, avec sa puissance financière et aussi sa puissance militaire, c'est-à-dire son aviation. Aujourd'hui, elle n'a plus tout ça. Le pays est endetté. Le pays a besoin de 100 milliards de dollars pour équilibrer ses comptes. La crise économique est là. Ils ont été obligés de virer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de travailleurs qui assurent en fait la vie quotidienne du pays. 70% des Saoudiens travaillent dans l'administration. En fait, ce sont des postes protégés qui sont quasiment improductifs. Et même si beaucoup de Saoudiens sont aujourd'hui diplômés, ils ne trouvent pas à travailler sur le marché du travail. Donc, Ben Salman, ça a été une erreur du roi, qui l'a placé là, il a placé son fils. Et aujourd'hui, il est obligé de courir, se protéger sous le parapluie américain. Or, les Américains, maintenant, effectivement, devant un pays en situation de faiblesse, on le sait, vont lui pomper toutes ses forces et toutes ses richesses. Alors évidemment, le pétrole saoudien ne vient pas directement dans les tanks et tankers ou supertankers américains, mais en vendant des armes de plus en plus massives et sophistiquées aux Saoudiens, les Américains reprennent l'argent du pétrole. La confrontation Iran-Arabie Saoudite, pour l'instant, n'a pas lieu, même si elle a lieu à travers les proxys que sont les Houthis et l'armée régulière yéménite, donc au Yémen, mais d'ailleurs ça s'est calmé, puisque c'est même, je crois, l'Arabie Saoudite qui a demandé pouce à l'Iran, qui n'est pas en très bon état non plus économique à cause des sanctions américaines. Donc tout ça fait que beaucoup d'acteurs dans le Golfe ont intérêt à calmer le jeu. Et en ce sens, les Émiratis, on en parle assez rarement, aujourd'hui ils prennent une importance assez considérable d'un point de vue diplomatique, parce que les Émiratis, Dubaï, Abu Dhabi, avec le prince, je crois, Sayed, essaye de remonter une espèce de coalition arabe, non pas contre les Américains, mais en tout cas pas contre les Iraniens. Et les Émiratis, qui étaient au départ dans la coalition avec l'Arabie Saoudite au Yémen, pour soutenir un président qui d'ailleurs s'est réfugié en Arabie Saoudite, à Riyad, eh bien, ont lâché quelque peu les Saoudiens, et d'ailleurs, ils sont en train d'armer et de financer, je dirais, une faction rebelle dans le sud du pays. Et là, pour le coup, le pays qui va se partitionner assez rapidement, on le pense, c'est le Yémen. Oui, cette relation entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis est d'ailleurs intéressante à plus d'un titre, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte de passation de pouvoir, en tout cas une sorte de passation de second pouvoir entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, en tant que pion, allié ou homme à tout faire dans la région, finalement, des Américains. Donc on a quand même l'impression que Mohammed Ben Salman a conscience qu'il est en train peut-être d'être lâché, liquidé ou sacrifié par les Américains, parce que finalement ils ont de moins en moins besoin de lui, surtout dans un contexte où la puissance, dans un contexte très peu favorable pour la puissance saoudienne. Et donc on a vu ces derniers temps une chute du prix du baril de pétrole que la plupart des commentateurs autorisés ont imputé au coronavirus, mais on pense plutôt, quand on analyse comme on vient de le faire, on a plutôt l'impression que Mohammed Ben Salman fait pression finalement et résiste pour survivre. Il joue sa survie et donc il menace d'infléchir le prix du baril de pétrole pour faire pression sur l'industrie américaine qui repose beaucoup sur le pétrole de schiste d'ailleurs. Alors justement, cette guerre du pétrole, effectivement, a commencé avant la guerre du coronavirus, même si c'est lié, puisque le frein mis par effectivement la crise sanitaire en Chine à la puissance chinoise et surtout à sa production est dû justement à l'apparition du coronavirus dans une région, le Wuhan, qui est une région très industrielle. Les Chinois ont réagi de manière extrêmement rapide et efficace contre le virus, mais au prix effectivement d'un ralentissement économique. Ce ralentissement économique a provoqué quoi ? Eh bien, tout simplement une baisse de l'activité et donc une baisse de consommation énergétique. On sait que les Chinois n'ont pas de pétrole quasiment, même s'il y en a un petit peu, comme on dit, au nord-ouest, dans l'enclave musulmane chinoise, mais ils l'achètent surtout dans le Golfe. Eh bien, que se passe-t-il ? La demande chinoise a baissé, le pétrole a été en surproduction, les prix se sont effondrés, puisque c'est la Chine aujourd'hui qui tire quasiment la production et la croissance du monde. Les grands pays producteurs qui étaient réunis dans l'OPEP
dans ce cas-là, lorsque les prix baissent, qu'est-ce qu'ils font? Et surtout l'Arabie Saoudite, ils augmentent leur production pour essayer de conserver leur rentrée financière. Mais en augmentant leur production, alors que la demande se resserre, hein, il y a une espèce de déflation en ce moment, les prix ne montent pas. Les prix ne montent surtout pas. Et la baisse des prix, c'est-à-dire un baril, c'est 150 litres de brut, hein, de crude oil, un baril au-dessous de 45, je crois, ou de $50, n'arrange pas les Américains. Pourquoi? Parce que eux, qui sont les premiers producteurs mondiaux, ils doivent avoir un prix supérieur à ce que leur coûte l'extraction du gaz de schiste. Voilà, pour dire les choses simplement, les Américains ont besoin d'un pétrole à plus de $60 pour que l'extraction du gaz de schiste, c'est-à-dire du pétrole très 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 en sous-sol, soit rentable. Et à ce prix, ils sont les premiers producteurs mondiaux et quasiment autosuffisants, ce qui ne les empêche pas d'acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite. Mais il y a quelque chose qui est venu comme un grain de sable dans cette mécanique. Alors évidemment, les Saoudiens, eux, veulent produire plus, même si le prix du pétrole est bas, et ça dérange les Américains, ce qui explique en partie l'énervement américain et du Pentagone contre Ben Salman. Mais il y a un autre acteur qui est très important, c'est le deuxième producteur mondial, ou le troisième, c'est la Russie avec Rosneft. Rosneft, la grande société pétrolière russe, qui, elle, suite aux sanctions américaines, a été, je dirais, la Russie globalement a été martyrisée économiquement par les sanctions, mais elle a réussi à développer une économie plus protégée, plus autonome, et ça lui a servi au bout d'un certain temps. Et on voit aujourd'hui que la Russie a les caisses pleines, elle a augmenté sa production agricole, et surtout, d'un point de vue énergétique, elle est très puissante. Or, elle était alliée au départ avec l'Arabie Saoudite dans ce qu'on appelle l'OPEP+, à l'Organisation des pays producteurs exportateurs de pétrole, mais le fait que les Saoudiens augmenter ou veulent augmenter, comme on dit, ouvrir les vannes à fond sur le pétrole pour récupérer de l'argent, ça ne les arrange pas. Les Russes ont quitté l'OPEP+, ils ont laissé les Saoudiens tout seuls face aux Américains, et on pense que c'est là un coup de Poutine contre les sanctions américaines. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes ont tout fait en réalité pour que le prix du pétrole baisse. Ils acceptent eux-mêmes de perdre de l'argent ou d'en gagner moins avec la baisse des prix, parce qu'on sait que l'économie russe est aussi très corrélée à, je dirais, à ses rentrées en devises sur le gaz et le pétrole. Eh bien, ils ont accepté, grâce à leurs réserves stratégiques en argent et en énergie, ils ont accepté donc une baisse des cours du pétrole, ils l'ont même co-provoqué, de façon à ce que l'Arabie Saoudite augmente sa production, fasse encore plus baisser les prix et emmerde l'oncle Sam. Et c'est ce qui se passe. Donc les Américains savent très bien que Poutine les tient un peu aux couilles avec le cours du pétrole, et que si les Saoudiens et les Russes ne s'entendent pas pour, je dirais, s'entendre sur un prix et un certain niveau de production de pétrole, eh bien, les Américains vont souffrir et les faillites vont s'enchaîner en masse chez les petits producteurs américains, ce qui va les retourner, évidemment, contre le pouvoir central, contre Trump, avec le Pentagone derrière. Donc, quelque part, Poutine, il a un excellent moyen de pression anti-sanctions sur les Américains via le proxy saoudien, et les Russes sont en train de s'en servir pour négocier indirectement une baisse des sanctions. Et d'ailleurs, au Pentagone, ils ont déjà compris, et ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer militairement ou directement aux Russes, même s'ils font des manœuvres en Europe actuellement, hein, cachés derrière l'OTAN, mais pour eux, la négociation et la baisse des sanctions est quelque chose de plus raisonnable. Et à ce prix, la Russie redeviendra, entre guillemets, raisonnable et laissera remonter les cours du pétrole, qu'ils ont fait baisser artificiellement. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous espérons que cette fournée vous aura sorti la tête de l'étau coronavirusien. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, c'est le moment d'arrêter d'avoir peur. Bonne semaine à tous.